Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour nos débats, pour ces commentaires de l'actualité avec aujourd'hui Alex Darmon. Bonjour Alex, Bonjour journaliste politique. Votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat politique. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également sur Sud Radio tous les mercredis matin. Voilà. Donc vous venez 2 fois par semaine. Je viendrai mercredi du coup, là c'était particulier. Tous les mercredis matins dans le Grand Matin Sud Radio. Sophie de Menton, bonjour Sophie. Je pense que tout le monde est ravi de vous retrouver. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et puis le retour de Thomas Porte, bonjour, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Ça fait un moment que vous n'étiez pas venu. Vous avez été en campagne électorale et puis vous avez été élu député La France Insoumise depuis juin dernier, depuis les législatives. Vos coups de cœur, vos coups de gueule qui vont structurer cette émission. C'est un petit peu ce qui a retenu votre attention dans l'actualité et ce qui fait l'actualité. On parlera aussi également peut-être de ce sondage. Les Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous étonne? On en parlera avec vous. On est ensemble donc sur Sud Radio jusqu'à 10h et ensuite à 10h les médias. Commençons peut-être avec vous. Non, Alexis, avec Alex. Non, on commence avec Alex. Alexis, oh là là. Allez, Alex, moi c'était vous, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule, oui, sur un passage de l'émission Quotidien qui s'est déroulé mardi au moment de l'accueil de la Première ministre d'Elisabeth Borne. L'équipe de Quotidien a reçu Elisabeth Borne, Première ministre, et a discuté avec elle des sujets d'actualité. Il y avait un reportage qui était très spécial aussi, qui suivait en caméra embarquée. Enfin, c'est le nouveau journalisme apparemment. Moi, je comprends pas trop, mais bon, qui suivait en caméra embarquée la Première ministre. Et puis il y a eu un moment où il y a eu une passe d'armes entre guillemets entre le plateau et Madame Borne autour de l'antisémitisme et des valeurs qui rassembleraient ou qui ne rassembleraient pas la République en marche et la France insoumise. Alors, je sais pas si on a l'extrait ou pas. Oui, on l'a, je crois. On va l'écouter. Est-ce que le fait que vous soyez en désaccord vous autorise à les exclure verbalement, rhétoriquement, comme ça, de l'arc républicain? Qu'est-ce qui autorise un acteur politique, un responsable politique tel que vous, à décréter où s'arrête et où commence la République? Je ne suis pas autorisé à effectivement qualifier peut-être France Insoumise. Je vous dis que c'est pas avec eux, enfin que je pense qu'ils ne souhaitent pas chercher des compromis avec nous. C'est ce qu'on a pu constater au long des semaines qu'on a pu passer à l'Assemblée nationale. N'ont jamais cherché à trouver des compromis. Donc je pense qu'on n'est pas d'accord. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous écoutez l'extrait en entier, elle ne sort jamais, la France insoumise, de l'arc républicain. Et moi, ce qui me gêne dans cet extrait précisément, c'est que ce sont des gens en plateau qui ont fait ça pendant 15 ans, 20 ans. Sortir un parti politique ils avaient le droit, le Rassemblement national ou le Front national, de l'arc républicain, et ils le reprochent aujourd'hui à la Première ministre qui dit juste je ne suis pas d'accord. Et c'est logique, c'est de la politique. On ne trouve pas d'accord avec la France insoumise. C'est pas pour autant que ils n'ont pas le droit de parler. C'est pas ce qu'elle dit. Et l'extrait entier, j'engage vraiment à l'écouter, c'est qu'elle dit. Elle parle de laïcité, d'antisémitisme. Nous n'avons pas les mêmes valeurs sur ces questions-là. On peut en débattre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la République. Et là, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une musique qui est en train d'arriver dans les médias, dans les débats politiques, comme quoi, dès qu'on n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on ne peut plus débattre ensemble. Et ça, ce n'est pas acceptable, vraiment. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord. J'étais effectivement à la REF. J'ai entendu Elisabeth Borne en direct, j'ai regardé cette émission et j'ai pas eu ce sentiment. Mais ce qui veut pas dire que vous avez tort, mais je n'ai pas eu ce sentiment. J'ai eu le sentiment que le gouvernement et l'ensemble fait pas mal d'efforts pour parler à la France insoumise et que c'est pas évident. Je trouve que la présidente de l'Assemblée nationale se débrouille pas mal. Je trouve que de toute façon on est obligé d'être sur la pointe des pieds parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, on le prend dans la figure, que ce soit un acte républicain, pas républicain, antisémite. Enfin, je veux dire entre les barbecues et l'antisémitisme, on devient fou. Et donc j'ai pas eu sentiment. Redites-moi exactement ce que vous avez compris. Vous avez eu l'impression... Moi, j'ai eu l'impression que les journalistes, les chroniqueurs sur le plateau, disaient à Elisabeth Borne, en gros, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez. En quelque sorte, c'est ce qui s'est passé. Vous n'avez pas le droit de dire que la France insoumise n'est pas dans l'arc républicain. Mais si on écoute, Alexis, si on écoute le propos au départ, elle dit que la France insoumise n'a pas les mêmes valeurs que son parti, oui, c'est vrai. ou que ses députés. Oui, elle était prudente. L'antisémitisme. Oui, elle était prudente. Et vous avez un journaliste, un présentateur, Yann Barthès, qui dit que Jérémy Corbyn, il est travailliste. Donc comme il est travailliste, il est de gauche. Il ne peut pas être antisémite, en quelque sorte. Et ça, ce n'est pas acceptable. On a le droit de penser des choses, on a le droit de les dire.
dire sans être accusé. On n'a plus le droit. Oui, mais moi j'ai dit que c'est pas normal. Je suis normal. tout à fait d'accord. Sans être accusé de dire que la France insoumise n'est plus dans l'arc républicain. Surtout que ce sont des gens, je le répète, quand vous voyez les journalistes qui sont en plateau, ce sont des gens qui ont fait ça pendant 15, 20 ans, qui demandaient aux gens de descendre dans la rue. Et ils avaient le droit, c'était normal. J'étais dans la rue en 2002. Oui, mais c'est structurel dans cette émission. Non, mais ça, que ça soit dans cette émission ou pas, c'est sur TF1, sur TMC, tous les soirs, à 19h ou à 20h, et c'était pas normal. Alors, voilà. De toute façon, oui, on peut rien dire. Vous l'avez vu, vous avez compris quoi? Vous faites la même analyse? Ouais, il y a plusieurs sujets. Un sur l'antisémitisme, je ne vais pas revenir sur ce sujet-là, puisqu'on a eu des moments très forts à l'Assemblée nationale, y compris Elisabeth Borne est revenue elle-même en arrière pour dire que notre mouvement n'était pas un mouvement antisémite, et ce qui était quand même une bonne nouvelle, parce que c'était absolument scandaleux ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale. Après, sur la question de savoir si on est d'accord ou pas, moi je pense qu'effectivement le débat il est sain sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, et c'est aussi l'Assemblée nationale, c'est un lieu où on débat, où on fait des contre-propositions. Maintenant, nous dire qu'on veut ne jamais rien discuter, que c'est impossible de parler avec nous, il suffit de regarder ce qu'on a fait à l'Assemblée nationale et de regarder l'intégralité des débats. J'y étais, on a posé des centaines d'amendements, on a déposé des contre-propositions. Eh bien, on a des contre-propositions. Des centaines d'amendements, vous savez bien que ça aboutit à rien. Non, alors attendez. Non, dans la bouche du gouvernement, le compromis, c'est vous êtes d'accord avec moi à 100%. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de discussion. C'est ça la réalité. C'est caricatural, ça. Non, c'est la réalité. Vous qui venez d'entrer à l'Assemblée nationale, Thomas Porte, comment vous avez ressenti justement cette ambiance? On a beaucoup reproché à LFI de faire obstruction systématiquement et d'être un peu au-delà des empêcheurs de tourner en rond, de le faire de façon totalement systématique. Si ce que vous appelez obstruction, c'est déposer des dizaines d'amendements pour mais parce qu'il y a un débat aujourd'hui à l'Assemblée qui s'est ouvert, par exemple, sur la question prime ou salaire, et nous on a rappelé à chaque fois sur un certain nombre d'amendements que nous étions pour l'augmentation des salaires, parce qu'il y a un débat il y a un projet de société qui s'oppose à l'Assemblée entre celles et ceux qui ne veulent pas augmenter les salaires et ceux qui veulent augmenter les salaires, et c'est le rôle de l'Assemblée. On peut pas nous reprocher de déposer des amendements. Puis vous savez, on peut parler du respect de la démocratie, mais ce qu'a fait Bruno Le Maire de revenir à 5h du matin, faire voter un amendement, alors certes le règlement de l'Assemblée lui permet, mais venir enlever 500 millions dans la poche des retraités qui le soir s'étaient couchés en ayant vu une revalorisation de leur retraite, voilà aujourd'hui le symbole d'Emmanuel Macron. On parlera tout à l'heure du Conseil national de la refondation politique. On est aujourd'hui avec un ultra-président qui veut continuer comme il a fait pendant 5 ans, c'est-à-dire à gouverner seul, sauf que la réalité politique, elle n'est pas la même qu'en 2017. Alexis moi je crois qu'il y a un vrai problème, et c'est vrai que sur la pratique du pouvoir, on a vu, il y a une gêne par rapport aux espaces de délibération démocratique que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, et le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue maintenant pour le parti présidentiel fait que c'est encore plus compliqué d'une certaine façon. Et c'est pas déposer des amendements, c'est le boulot des députés. Ils sont là pour débattre des textes de loi. C'est là qu'on fait la loi. Et là où ça devient dangereux, c'est quand la loi se fait à la cavalcade de manière poussée, forcée, avec des sessions qui durent des heures et des heures, la nuit entière pour faire passer des lois. Ça a toujours été le cas, Alexis. Oui, peu importe des mandatures ou d'opposition. Je peux vous parler des lois Macron à l'époque du président Hollande. Mais c'est bien le problème. Mais c'est bien le problème. Et c'est qu'à un moment, non, faire des lois, ça prend du temps. Et ça prend du temps, le temps de la discussion. Et si on a justement maintenant une assemblée un peu plus représentative, il faut l'utiliser pour éviter qu'il y ait un mouvement gilet jaune bis 3 fois plus fort en septembre-octobre, simplement. C'est un conseil que je donne à Monsieur Macron. Un petit mot, alors on va changer de sujet, on va continuer notre tour de table. Moi je voulais vous citer le champion du jour, Booba, qui dénonce un tabassage médiatique en l'encontre de Timal. Timal, c'est un rappeur qui a tabassé son chien. Alors hier il a comparu. Non, mais il a comparu. Il n'a eu que 6 000 euros d'amende. C'est honteux. La maltraitance animale. La maltraitance animale. Oui, il l'a bien tabassé, les images. Donc on lui a retiré. Il a 2 chiens, on lui a retiré ses chiens. Mais genre que Booba, qui est un chanteur, idole des jeunes, etc., disent c'est un tabassage médiatique. Ce que tu as fait, frère, c'est inadmissible, mais c'est pardonnable. Non, frapper un animal, c'est pas pardonnable. Et moi, je plaide pour un défenseur des droits des animaux, ce que réclame la SPA. Enfin, 6 000 euros, ça me paraît pas cher payé. Mais il y avait d'ailleurs une liste aux élections. Pour un mec qui a le droit de, pour un mec qui a l'argent en plus pour payer. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr que c'est scandaleux, honteux, dégueulasse. Tous les adjectifs vont venir coller à cette histoire. Et moi, je suis d'accord avec votre proposition d'un défenseur pour les animaux. Je trouve que c'est très pertinent. Maintenant, est-ce que c'est très étonnant de la part de Booba
Non. Quand vous connaissez un peu le rap, ce qui est un petit peu mon cas, quand vous connaissez un peu le rap, c'est pas très étonnant de la part de Booba, premièrement. Deuxièmement, je vous rappellerai qu'il y a à peine de ça 3 mois, il y avait déjà eu un lynchage médiatique auprès de Magali Berda, qui était vraiment pareil, hein, qui continue, qui était vraiment honteux, scandaleux. Bon voilà, tant que vous jugerez pas vraiment les propos diffamatoires et des propos comme ça qui sont tenus en ligne. Bon, bah, oui, enfin, 6 000 € d'amende, on peut aussi se poser la question. Ah, mais c'est honteux aussi, je suis complètement d'accord avec vous. Et donc, qui est un défenseur ou pas, et ce serait bien. Mais cela dit, Luc Ferry en particulier s'était beaucoup attaché à la défense de la cause animale. D'ailleurs, on a reconnu maintenant qu'ils avaient non pas une âme, mais que c'était pas des meubles. C'est quand même incroyable parce que c'est récent. Hein. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a quand même une sensibilité générale. Alors, je suis toujours un peu inquiète avec la nomination de défenseurs, puis après il ira à l'Assemblée, puis après, enfin bref. Mais en revanche, je suis très étonnée du jugement. Et ça aurait été beaucoup plus exemplaire, le jugement qui soit très fort. Oui, il dit il y a des gens qui tabassent leurs femmes et on fait moins de bruit que ça. Oh là là. Ouais, enfin, on peut aller jusqu'où comme ça. Bon, je voulais appeler cette séquence le con du jour, mais je me suis dit que ce serait mal. Mais quand vous regardez à l'étranger ce qui se passe, rappelez-vous de ce joueur de football qui avait tabassé son chien, ça avait son chat, ça avait fait un scandale dans le pays. Tout le monde s'était emparé de l'histoire. C'est aussi peut-être la chose qu'il faudrait faire en France, s'emparer de l'histoire dans l'opinion publique. C'est pour ça que je voulais en parler ce matin. D'abord savoir que ce chanteur Timal a tabassé, frappé ses chiens, qui étaient des chiens de combat en plus, et donc n'a été condamné qu'à effectivement 6 000 € d'amende. Allez, petite pause et on continue de débattre et de commenter l'actualité. À tout de suite. Et oui, ça débat. Ça débat avec Sophie Menton, Thomas Porte, Alex Darmon et Alexis Poulain. On continue notre tour de table. Thomas, rentrée scolaire hier, aujourd'hui, une rentrée que vous vouliez commenter. Une rentrée catastrophique, mais j'ai envie de dire la situation qu'on a sous les yeux aujourd'hui, hier, malheureusement, elle n'est pas surprenante. Ça fait des mois que la communauté éducative, les parents d'élèves alertent sur ce qui va se passer. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Le 15 juillet dernier, on a rencontré le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, à la demande des 12 députés du département, pour lui dire ça va pas. Parce que nous, dans notre département, on savait déjà qu'il manquait 1000 AESH à la rentrée. C'est des aides scolaires pour enfants handicapés. On savait qu'il n'allait pas avoir des pros devant toutes les classes. Et sur une année, sur l'équivalent d'une scolarité, un gamin de Seine-Saint-Denis, il perd 1 an de temps d'éducation par rapport aux autres départements, du fait des profs non remplacés ou absents. Et moi, il y a une phrase du ministre qui m'avait marqué. Il avait dit « Nous ferons une rentrée avec les moyens du bord ». Voilà aujourd'hui ce qu'avait dit le ministre de l'Éducation nationale. Et les moyens du bord, je les ai constatés hier dans ma circonscription. C'est notamment, je prends un exemple, une école qui s'appelle Paul Sorel, où on a en CP 28-29 gamins par classe. Les parents d'élèves, j'ai été les soutenir hier, occupent le bureau du directeur pour demander l'ouverture d'une classe supplémentaire. Il y avait une cantine, 150 gamins, un accompagnant pour la cantine hier. Donc elle ferme aujourd'hui, donc 2e jour de rentrée scolaire, la cantine ferme. Donc on voit, et c'est pas simplement en Seine-Saint-Denis, c'est sur tout le territoire national que ça se passe très mal. Et je termine sur une phrase, quand je vois hier Elisabeth Borne qui était filmée en direct devant une école qui dit « Tout ne se passe pas si mal ». Si, tout se passe très très mal et on n'a pas aujourd'hui une rentrée à la hauteur de ce qui devrait être dans ce pays. Alors, et on n'a pas entendu la secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, justement, parce que ça perturbe pour ces enfants, ça continue, ça perdure. Il n'y a pas d'assistant éducatif. J'ai demandé hier justement au personnel enseignant de témoigner un peu leur rentrée. J'ai eu beaucoup de retours et il manque partout des AESH, les infirmières scolaires, l'infirmerie est fermée dans la plupart des établissements où on explique qu'on ne fait plus de bobologie, en gros, il faut plus envoyer les enfants à l'infirmerie. Les profs manquants, c'est systématique et partout dans beaucoup d'établissements. Des protocoles, certains ont gardé des protocoles Covid d'avant la rentrée, enfin donc les gens savent plus où ils sont. C'est le bordel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le bordel. Et on peut dire merci à Jean-Michel Blanquer pour ce formidable travail, mais quand un ministre a pris ses fonctions il y a quelques mois de ça, il savait que c'était une catastrophe annoncée. Les mots de la première ministre, ça se passe pas si mal. Disent tout. C'est monstrueux. C'est-à-dire que elle pourrait dire, excusez-nous, c'est vrai qu'on n'était pas préparé. Mais vous avez déjà vu une rentrée aussi bordélique en France? Alors, d'abord, je voudrais signaler quelque chose, c'est qu'en tout état de cause, c'est bordélique partout. Là, je vous raconte les hôpitaux. Oui, mais c'est bien le problème. On l'a évoqué lundi. C'est le bordel dans le pays. On peut dire. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne bien. Moi, je serais Elisabeth Borne, je dis c'est le bordel, excusez-nous, on va essayer de faire un truc. Alors, oui, excusez-nous, c'est pas dans le logiciel, mais je voudrais... Non, et puis elle est là depuis 5 ans. Non, ce qui est très inquiétant, c'est que
ces ministres, on peut même pas leur en vouloir. Ils sont là depuis un mois, ils pouvaient rien faire. Non, mais je finis la phrase. Alors, premièrement, il y a une impuissance totale. Non, parce que le directeur de cabinet est le même que sous Monsieur Blanquer, donc le staff c'est le même. Je dis que la situation est telle. La situation est telle que dans l'école que vous citiez, et c'est honteux, et vous avez raison d'être avec les parents d'élèves. Il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de coup de baguette magique. Et ce qui est très grave, c'est que tout est bloqué en France. C'est-à-dire que pour réformer quoi que ce soit, nous sommes bloqués. Je vais vous donner un exemple. Il n'est pas question de réforme, il est question de moyens. Là, les discours, les professeurs m'ont remonté les discours. En gros, c'est on va essayer de faire ce qu'on peut. C'est effectivement le bordel. On ne le dit pas comme ça parce qu'on n'a pas le droit. Mais en gros, c'est démerdez-vous. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Alors, la ligne directrice, c'est faites ce que vous pouvez, et il faut que ça tienne. Avec des élastiques, avec du scotch, mais il faut que ça tienne. Démerdez-vous, justement, c'est même pas possible en France. Et ce qui est très grave, j'en discutais avec Luc Ferry sur cette question, parce qu'il a été ministre de l'Éducation nationale. Je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, alors, puisque c'est ça? Il me dit aujourd'hui, d'abord, un ministre n'a aucun pouvoir sur l'Éducation nationale. Il n'a pas de pouvoir, j'explique, aucun pouvoir sur les profs. Il a pas grand-chose. Il a... le ministre n'est pas à la tête des administrations. Les administrations, je finis ma phrase. Il donne des moyens. Alors on a que ce mot à la bouche. Aujourd'hui, parce que c'est bien le problème des manques de personnel partout. Alors, d'abord, tout dépend du recrutement. Ensuite, il y a une solution, par exemple, aujourd'hui, qui pourrait être mise en place. Il y a le fait de dire, pour les payer en particulier, parce qu'ils sont insuffisamment payés. Pour les payer, vous augmentez le nombre d'heures qui est totalement insuffisant et vous les payez plus, premièrement. Alors ça, personne ne va en entendre parler. Augmenter le nombre d'heures. Ensuite de ça, vous avez dans les régions, c'est cloisonné, l'éducation nationale. Dans les régions, vous avez des profs qui n'ont pas le droit de bosser. Parce que le statut correspond pas, ils n'ont pas le droit de changer de département. Il y a une réserve de profs qui demandent qu'à bosser, qui est très importante. Il se passe rien. Personne, tout est bloqué quelque part. Non mais. Alors Alex, c'est au-delà de ça. Bien évidemment que le système est chaotique. Enfin, quand on voit les images, on peut que constater que le système éducatif est chaotique. Maintenant, c'est la première rentrée qui devrait être normale entre guillemets, et elle est catastrophique. Maintenant, on peut pas donc dire c'est la faute de Blanquer, ça. Non, mais c'est de la faute de tout le système. Tout le monde, on est d'accord. De tous les ministres, du Premier ministre précédent, du président de la République. L'histoire que vous racontez, monsieur le député, est franchement scandaleuse, parce que avoir 29 élèves dans une seule classe, alors qu'on nous avait vanté le doublement des classes, rappelez-vous, qui marchait, et d'ailleurs qui marchait. Et si ça n'existe pas encore aujourd'hui dans votre circonscription, ce n'est pas normal. Et 150 élèves qui mangent dans une même cantine, ce n'est pas normal non plus. Pas les élèves qui manquent d'ailleurs, c'est plutôt les surveillants. Mais justement, aujourd'hui, il faut quand même dire que je pense cette phrase qui n'est pas normale non plus de Madame Borne montre qu'ils ont peut-être compris qu'il y avait un bazar. Et il y a quand même eu des annonces qui ont été faites en début de semaine sur la revalorisation des salaires des professeurs, notamment en début de carrière. Est-ce qu'elle va être suivie de fait? J'en sais rien. En tout cas, ça montre juste qu'on a constaté qu'effectivement, les professeurs, qui sont quand même la chose la plus importante de notre pays, l'une des choses avec la police les plus importantes de notre pays, vont être revalorisés. Maintenant, ça prend du temps, vous l'avez dit. On en a parlé en début d'émission. Non, mais les soignants aussi, bien entendu. Mais c'est vrai que les professeurs, on les a laissés longtemps de côté. Aujourd'hui, on nous parle d'augmenter les professeurs, c'est ce qui a été annoncé en début de semaine par le ministre. Mais il faut le dire quand même, parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'on parle pas de revalorisation salariale. C'est pas vrai. Ça a été annoncé en début de semaine. Ils devraient gagner au minimum, les professeurs, 2000 euros. Là, aujourd'hui, ils gagneraient 1600 euros. Je dis pas que c'est suffisant, mais ça veut dire qu'on est peut-être dans le bon sens. Voilà. Et ça passera, comme tous les sujets sociétaux, par des augmentations de budget. Faut rappeler que l'éducation nationale est le premier budget. Arrêtez de parler d'augmentation de budget. Le nerf de l'argent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous ne réformez pas les blocages partout, vous donnez de l'argent, ça ne fonctionnera pas. Pas tous en même temps. Oui, je peux pas finir ma phrase. C'est 500 millions pour l'école du futur. C'est ça. C'est du cabinet de conseil, c'est du bullshit, c'est des trucs. Bien sûr, évidemment. Les appels d'offres, bien sûr. McKinsey qui a gagné encore un appel d'offres, c'était en juillet. C'est Stanislas Guérini qui est à la manœuvre pour la réforme de l'État. Et là, je suis désolé que ce soit pour l'hôpital ou pour l'école, et les soignants, comme les professeurs, comme le personnel enseignant, le disent depuis toujours.
on manque de bras. Voilà, et on n'est pas assez payé. Alors, donc je veux bien qu'on dise qu'il faut réformer, etc. Mais non, il faut de l'argent pour payer les gens et les embaucher. Mais vous le trouvez où, l'argent, dans votre poche? Non, il y a des c'est la question du partage des richesses et où on met les priorités. Il y a des arbitrages. Mettons qu'il y a des arbitrages. Mettons qu'il y a des arbitrages, mais aujourd'hui, il n'y en a pas tellement en ce moment. La santé et l'éducation dans un pays comme la France, c'est tout. Je suis entièrement d'accord avec vous tous. Je dis moi, parce que je le vis et qu'on a des entreprises, quelles qu'elles soient dans le domaine de la santé, qui le vivent, que les blocages, avec l'impossibilité de faire quelque chose, l'impossibilité de recruter vite, la possibilité de... on a aujourd'hui... À cela s'ajoute le grand, comment on appelle ça, quand personne ne revient, enfin le grand désistement, voilà. Le grand désistement qui est dans tous les secteurs. De quoi vivent d'ailleurs les gens qui reviennent plus bosser. Mais ce qui est agaçant, et ce que disait Thomas Porte, c'est ce discours de dire tout va bien. C'est aussi Gérald Darmanin, pardon. Gérald Darmanin est le Stade de France, Gérald Darmanin est l'imam. L'imam, ça, on a l'exemple avec l'imam de tout ce qui marche pas. Oui, mais l'imam, il aurait peut-être mieux fait de faire le job avant de faire cocorico, quoi. Là, il n'a même pas imaginé quand même. Attendez, dans ce process, je défends pas Darmanin parce qu'il a fait suffisamment de gaffe là. Mais dans ce process, il a plutôt tout bon. Il a voulu virer l'imam. Stop, on lui a dit non, pas possible. Il avait qu'à le faire avant de l'annoncer. Il avait qu'à le faire avant de manger avec lui. Oui, avant de manger avec lui, absolument. Non, mais il y a plein de choses. Alors ça, c'est le drame de la communication et de nos émissions. Et je le dis et le redirai aussi, les hôpitaux, ce que disait Philippe Juvin lundi, il faut savoir qu'à l'hôpital Pompidou, on est à Paris. Je sais, on leur dit d'aller ailleurs. Capitale de la France, on envoie des gens en chimiothérapie à 150 km de Paris. La situation dans les hôpitaux en province, j'en ai fait les frais de façon familiale. Oui. Les soignants sont dévoués, il y a personne, les médecins... Je vais vous citer aussi, parce qu'il faut quand même rassurer un peu nos auditeurs, le cas d'un ami qui a eu une opération de 7 heures pour un cancer, etc. Avec la qualité du personnel. Non, je dis qu'à Port-Royal, on s'est occupé de bébés. Il y a quand même... Non, mais il faut pas... On a l'impression qu'on va mourir si on franchit la porte de l'hôpital. On ne remet pas en cause la qualité du personnel. Non, mais pas en cause. Ils n'ont plus les moyens d'assurer le service. L'accès, vous allez à Pompidou avec la main ouverte, on ne peut pas vous prendre. Vous avez tous lu le témoignage d'un Libération quand même de cet urgentiste qui brise l'omerta où il apporte une dame et elle attend 7 heures dans le couloir et elle décède. Enfin, c'est terrible. En France, on en est là aujourd'hui. Donc rentrée catastrophique à tous les niveaux. On continue, on va parler du CNR dans un instant. Et nous débattons avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, Alex Darmon, journaliste politique, qui propose une chaîne de débat politique sur YouTube, Les Indécis, et Alexis Poulain, directeur de la publication du Monde Moderne. Sophie, coup de gueule. Oui, malheureusement. Qui va rejoindre celui d'Alexis, je pense. Malheureusement, on parlait tout à l'heure de cette difficulté française de se créer des bâtons, de créer des structures, de rajouter des lois aux lois. C'est insupportable. Et le président de la République vient de décider, ça fait un bout de temps qu'il essaie, le CNR, le Conseil national, non pas de la résistance, mais de la refondation. Alors le but, c'était de trouver une nouvelle méthode de concertation pour préparer les réformes. Il a trouvé qu'il s'est rendu compte au moment de son élection que les gens se sentaient pas représentés, qu'ils trouvaient qu'ils s'étaient dirigés de haut, etc. Donc il s'est dit, on va faire du gilet jaune bis. Et on va faire comme ça. J'ai l'impression qu'il aime bien ça. Ça correspond au fait de. En fait, ce qui est très grave, c'est que il se dit, moi, je vais le faire directement avec le peuple français. Donc là où je suis d'accord avec ce qui a été dit souvent, c'est que c'est un court-circuit des institutions, évidemment, de l'Assemblée, du Sénat. Et il se trouve que j'étais au Conseil économique et social. Je suis désolée de vous dire qu'il ne sert absolument à rien. J'y ai été une fois 2 ans, une fois 5 ans. J'ai essayé partout de réagir, de demander, etc. Parce qu'il y a du boulot qui est fait au Conseil économique. Oui, il y a du boulot. Mais alors, c'est tellement consensuel que le boulot qui sort, vous n'avez pas une virgule qui peut contredire la virgule précédente. Donc, c'est bien, mais c'est consensuel et voilà. Et on ne s'en sert pas ou très peu.
Mais c'est quand même la maison du peuple en principe. C'est-à-dire qu'on a eu un premier grand référendum au moment où on a décidé du mariage pour tous. Ce référendum, d'ailleurs, au passage était négatif, peu importe, mais il n'a pas été accepté. Le gouvernement a demandé qu'on recompte tout. Le gouvernement a demandé qu'on vérifie si les gens n'étaient pas morts, etc. Tout était nickel. On n'en a pas tenu compte. Et moi, je trouve qu'en ce moment, et pourtant vraiment je ne suis pas fan de cette institution, en ce moment, peut-être que justement cette structure qui existe pour représenter les Français pourrait être beaucoup plus efficace. Donc, imaginons qu'on les ait consultés, on pouvait partir de la même façon, peut-être choisir ou tirer au sort des gens au conseil, mais se servir de cette structure. Là, je trouve ça dramatique, parce que non seulement ça va être des Français tirés au sort pour les grandes décisions du pays, pas que, mais quand même, pour les grandes décisions du pays. Et puis... c'est un machin, quoi, en gros. Pardon ? Vous êtes en train de dire c'est encore un machin. Ah non, mais c'est pire qu'un machin. On ajoute et en plus de ça, il va rien en sortir comme d'habitude. S'il en sort quelque chose qui gêne le président, ce sera pas mis en place. Oui, non, ce sera... Et on va parler des retraites, mais au nom de quoi et surtout... Alors, je finis. Il y a quelque chose qui est invraisemblable. Personne ne veut y aller. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Moi, je veux bien. Non, mais non, personne. Il y a Bérou qui a accepté quand même. Philippe. Oui. Il y a Bérou. Bérou est toujours là. Justement, c'est bien la preuve que ça sert à rien. Parce qu'il y avait eu le commissariat général au plan. C'est le coup de gueule d'Alexis, justement. Quand vous nommez François Bayrou à la tête d'un truc comme ça, c'est écrit dessus, ça ne sert à rien. Il faut rappeler que François Bayrou, c'est le haut commissaire au plan qui a produit 16 rapports en 10 mois qui ne servent à rien. C'est de la courtisanerie basse et veule. Ce truc-là, c'est simple. Emmanuel Macron ne fonctionne qu'en cercle de courtisanerie. Là, il a créé une nouvelle pépinière de futurs secrétaires d'État éventuellement, en voyant qui va être le bon élève, comment ça va se passer, et c'est simplement la classe du futur petit secrétaire d'État qui va sortir de là. Mais bien sûr que c'est que ça, et c'est lamentable. Et il se met en scène et il va lancer ça vendredi, je crois, prochain, avec un discours. Il y aura Pierre Moscovici le 8, en disant voilà, le truc c'est au centre de formation de l'équipe de France de rugby. Pourquoi pas? Mais c'est les Shadocks. Mais c'est qu'à un moment, il faut rappeler au président de la République qu'on a une inflation galopante, qu'on a une situation économique catastrophique, qu'on a une guerre en Europe. Il faut peut-être lui rappeler qu'il a autre chose à foutre que d'aller au centre de formation de rugby avec François Bayrou pour dire les gars, on va se mettre d'accord. Et le pire, c'était dans le Parisien, un proche du chef de l'État qui expliquait que ce Conseil national de la refondation était un espace de dialogue pour se mettre d'accord sur des diagnostics partagés. Donc c'est-à-dire que c'est se mettre... Non mais la phrase est véridique. Répétez-la. C'est un espace de dialogue pour se mettre d'accord sur des diagnostics partagés. Donc on est tous d'accord, on aime tous Emmanuel Macron, c'est formidable, on sert à rien et on est bien content et on mange bien. Stop, c'est fini ou quoi le temps de l'abondance? Voilà, votre coup de gueule, ça concerne François Bayrou. Alors François Bayrou dit lui-même de ce CNR, je ne sais pas si ça va marcher, ni même si ça peut marcher. Cela dépend de l'esprit civique des grandes forces d'opinion en France. Et on n'a pas un autre truc pour occuper François Bayrou? Bah non, visiblement pas. De Pau quand même. Ouais. Bah voilà, il pourrait venir dans ma cantine surveiller. Voilà un boulot utile. Le CNR, Alex Darmon. Oui, tout a été dit. Tout ce qui vient d'être dit. Il y a encore à dire. Non, mais bon, moi vous connaissez mon esprit d'ouverture. Oui. Donc, j'ai envie de vous dire, l'initiative peut être louable, mais effectivement, ça ne marche pas. Ça avait été un argument de campagne qui avait été proposé au moment des législatives pour essayer de faire en sorte, on va rassembler. On fait semblant de donner la parole aux Français. Non, mais aux vrais Français, ça a marché. Comme pendant les Gilets jaunes. Mais pourquoi il a fait ça, Emmanuel Macron? Pourquoi il a fait ça? Parce que dans ce genre d'exercice, il faut le reconnaître, il est bon. Il sait débattre sur le grand débat. Bah si, sur le grand débat, il avait été bon, il avait fait le tour de la France, c'était une campagne déguisée, le grand débat. C'est une campagne européenne. Donc, c'est ça. Donc, il avait été bon. Pourquoi il avait fait pareil pour, rappelez-vous, le nom m'échappe, sur l'écologie, le grand débat sur l'écologie. La Convention citoyenne. Il avait fait pareil. Rien n'était ressorti, mais il avait parlé, il avait distillé ses idées. Bon, bah là, ça va être pareil. Ça va être pareil. Et puis, il avait promis une nouvelle méthode de discussion, une nouvelle méthode de débat. Bon, bah, voilà. Alors, j'ai une phrase de conclusion. Non, mais Thomas s'est pas exprimé sur le CNR. Vous conclurez après. Je sentais qu'il adhérait à tout ce qu'on disait. Oui, je partage ce qui a été dit. Enfin, c'est un gadget. Si tout le monde est d'accord. Mais c'est un gadget de plus. Mais c'est déjà bien. Non, mais c'est grave quand même. Même la CFE-CGC, qui est quand même pas une instance révolutionnaire, a dit ça sent l'arnaque. Je lisais ça dans la presse ce matin. Donc, mais oui, parce qu'il y a quand même des instances dans ce pays où des gens ont été élus pour débattre des lois, et on va recréer une nouvelle structure. On va mettre des gens qui sont déjà d'accord entre eux pour débattre d'un projet où Macron a déjà tout ficelé. Donc c'est pas à la hauteur des enjeux. Et Alex, il a dit, il y a quand même des sujets dans ce pays qui sont beaucoup
beaucoup plus important que de créer un nouveau gadget. Et simplement, vous évoquez la Convention citoyenne. On a vu ce que ça donne, les nouvelles instances créées par Emmanuel Macron, c'est-à-dire on met des gens autour d'une table qui proposent des choses et le président dit je les reprendrai toutes sans filtre sauf 4 ou 5. Au final, il a rien repris. Donc c'est un simulacre de démocratie. C'est un homme qui gouverne tout seul. En fait, ce qui lui plaît, c'est avoir des gens devant lui qui l'applaudissent et parler. Mais surtout, ce qui est très grave, c'est que ça empêche d'agir. Je termine sur une chose. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il soit bon dans le grand débat. Mais quand il se déplace pour débattre aussi en territoire avec les gens, c'est filtré à l'entrée. Il y a que des gens qui sont d'accord avec lui qui assistent à ces débats-là. Donc il y a aussi une même mise du pouvoir présidentiel et d'Emmanuel Macron sur les espaces de débat que lui-même organise. Donc il choisit de débattre entre soi et il décide à quelques heures. Et aujourd'hui, on a le conseil de défense de l'énergie qui s'ouvre, qui est une instance antidémocratique au possible, où le président, à 2 ou 3, vont décider de la conduite des affaires du pays. Donc c'est pas sérieux. Et après, on s'étonne de la crise démocratique du pays. Ça, c'est autre chose. Moi, je voudrais surtout dire que tout ça, c'est... On va reparler du conseil de défense. Qui est appelé conseil de défense. Tout ça... On va en parler, Sophie. Juste d'abord, c'est pour éviter d'agir. Ils n'agissent pas, ils parlent. C'est quelque chose de dramatique. La deuxième chose, c'est que jamais, sur aucun sujet, il y a un entrepreneur qui a été consulté. Non, c'est pas mon dada. Les entrepreneurs, c'est les commerçants, 450 000 commerçants. C'est la France la France qui connaît le terrain dans tous les sujets. Des Français, jamais consulté. N'existe pas. Ah, c'est pas vrai, on les écoute, on les entend. Vous avez eu la ref là lundi, on a parlé que de ça. Il y avait les politiques sur l'estrade et nous on était dans les gradins, on n'avait pas le droit de dire un mot. Il fallait le contraire. Après, il faut voir ça avec le MEDEF dans ces cas-là. Mais ça, c'est avec l'organisation. Il y avait les patrons sur l'estrade. Il y avait tout le monde. Et les politiques dans les gradins qui écoutent. Mais je crois que le patron d'EDF a bien expliqué à Madame Pannier-Runacher ce qui se passait. Ouais, mais voilà, donc c'est bien le problème. Quand quelqu'un a un diagnostic et pose les vrais soucis, il est viré. Les autres, les EDF. Non, c'est sûr. Non, c'est une entreprise stratégique. Allez, on va marquer une petite pause et on continue de débattre tout de suite après. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, les médias ensuite. Je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier à Cannes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre. On avait reçu souvent ici le professeur Maurice Berger, qui est pédopsychiatre et qui avait écrit ce livre, Si nous ne voulons pas que nos enfants deviennent des barbares. Eh bien, certains d'entre eux sont devenus des barbares. À Cannes, une femme de 89 ans a été agressée par 3 délinquants. Ils ont 14 ans. Vous regarderez les images sur les réseaux. Cette femme rentrait chez elle avec ses courses à la main. Et ils sont arrivés par derrière, l'ont frappée à la tête. Elle tombe par terre. Et ils continuent de la frapper. Ils lui volent son sac. 89 ans. La lâcheté, l'ignominie. Et l'âge. L'âge des mômes, c'est atroce. Oui, c'est l'âge des enfants. Des agresseurs. Donc hier, David Lisnard, le maire de Cannes, a demandé à ce que les aides sociales soient arrêtées à ces familles, qu'on ne verse plus les aides sociales à ces familles. En début de semaine, on vous a parlé donc de ces jeunes également qui avaient fait des rodéos et qui ont été expulsés de leur logement. Alors il y avait une procédure en cours puisque les familles ne payaient déjà plus les loyers depuis de nombreuses années, mais là quand même ça pose une question. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Comment à 14 ans on s'en prend à une femme de cet âge-là? Peut-être Thomas, vous qui avez une sensibilité plutôt de gauche, LFI, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je crois d'abord, moi je condamne cette agression. Moi j'ai pas vu les images, mais c'est terrible. Ce que je vous décris, vous avez une petite mamie qui rentre chez elle et qui est agressée de dos. J'ai regardé les articles de presse là, le temps qu'on en discute. C'est terrible de cette agression-là, il n'y a pas de mots et elle est condamnée, il faut des sanctions pour ces gens-là, évidemment. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça interroge sur ce qui se passe aujourd'hui dans la société et qu'est-ce qu'on va faire de ces gamins-là. Alors là, ils ont été placés en centre édicatif fermé. Bien sûr, et le pire, c'est qu'ils ont filmé. Ils ont filmé cette agression. C'est 14 mais cette agression, elle est ignoble dans la forme et dans le fait de la mettre en scène, dans tout ce que vous voulez. Donc, on ne sera pas en désaccord sur le fait que ce qui s'est passé là, c'est terrible. Et personne n'est intervenu autour. Mais non, mais c'est dans une résidence. C'est dans une résidence. Elle suit le petit chemin. Voilà quoi. Non, personne n'est intervenu. D'un autre côté, on peut se poser la question. Thomas, terminé. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas la réponse magique à cette question. Après, moi, je veux pas, parce que chaque fois qu'il y a une agression comme ça ou qu'il y a un fait, il y a une généralisation en disant, il y a une explosion de tout ce qui se passe dans le pays, il y a des agressions à longueur de journée. Moi, je m'inscris en faux là-dessus, c'est pas vrai. Et on peut pas extraire des faits
qui sont passés à un endroit pour en faire une généralisation. Je suis assez d'accord. Et le problème, c'est les médias. On sait qu'il y a des opérations politiques de communication là-dessus. Attends, excuse-moi aussi. Le problème, c'est pas les médias. Non, je voudrais finir ma phrase. Je voudrais dire que l'exploitation politique. L'exploitation. C'est-à-dire que ces mômes, ils ont filmé pourquoi? Parce que justement, ils sont excités par les réseaux sociaux, par le fait que ce sera vu. Et là, on leur donne un peu raison, on donne à d'autres mômes qui sont dans ce type de mentalité, et il y en a d'autres, parce que c'est pas les seuls. Et je crois que faire passer des vidéos, etc., on va dans le sens un peu de ce voyeurisme qui contribue aujourd'hui à une forme de décadence. Oui, moi, je crois qu'il n'y a pas de voyeurisme parce qu'il sur toutes les agressions au couteau que vous avez par jour, elles sont pas filmées. Il y a un problème d'hyperviolence dans ce pays et il faut pas mettre la tête sous le sable en disant que oui, c'est des faits divers disparates, etc. Moi, je parle de la France parce que c'est là où on habite et à un moment, quand on voit le nombre d'agressions à la personne, puisqu'on peut dire dans les statistiques du ministère de l'Intérieur, c'est ça qui augmente. C'est quand même assez terrible de se dire que ça devient quotidien et que c'est partout sur le territoire et que des gamins de 14 ans s'attaquent à une mamie de 89 ans en filmant, mais c'est glaçant. Enfin, c'est quelle société ces jeunes vont amener alors, c'est pas ces jeunes quand même, oui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hyperviolence accepté, encadré. Quand vous regardez sur le trafic dans les cités, c'est des gamins qui commencent à faire guetteurs, etc. Et il y a toute une éducation à la violence par rapport à ça. Marseille, on est un cas typique. Et donc, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que devant ça, on est désemparé parce que c'est encore un problème de police de proximité qui a été flingué par Nicolas Sarkozy. Là, on manque évidemment de policiers de proximité qui ferait de l'éducation populaire, du coup, avec ces gamins en disant, à un moment, on va peut-être calmer la violence à la source. On n'a pas ça. Et puis derrière, les quartiers abandonnés, où effectivement, on ne rentre pas parce que c'est impossible maintenant, c'est trop tard. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir la répétition de ces gestes-là, la violence quotidienne qui est devenue un fait. Et derrière, aucune réponse possible. Ils n'ont exprimé aucun regret. Ils n'ont exprimé aucun regret. La victime a fait une hémorragie cérébrale, elle a des fractures au visage. La somme volée, environ 10 €. Voilà, pour 10 €. Moi, j'ai vu les images. Honnêtement, c'est atroce. Ce sont des images atroces, épouvantables. J'avais pas de nouvelles de cette femme. Et elle est en vie et tant mieux. Mais le choc est tellement violent. Le choc est tellement violent, c'est-à-dire qu'elle prend le coup dans le dos et elle tombe par terre malheureusement. Et je pense que elle doit se faire très mal. Moi, ce qui me sidère dans cette histoire, effectivement, c'est l'âge des agresseurs, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Alexis sur l'hyperviolence de notre société. On a cesse de répéter dans cette émission depuis qu'on y vient que dans toutes les franges de la société, dans toutes les actions quotidiennes, vous avez de la violence. Quoi qu'il arrive, que ça soit sur la route, que ça soit dans les manifestations, que aujourd'hui ça soit sur ces images, sur ces jeunes, et qu'on a l'impression qu'on banalise cette violence. Et ce n'est pas dans les médias, c'est dans le quotidien. C'est sur un terrain de football, quand vous avez des joueurs qui s'affrontent aujourd'hui, ils se bagarrent, et ça semble, c'est super, ils se bagarrent, il y a la compétition. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on a un problème d'hyperviolence dans ce pays. D'éducation. D'éducation, mais l'hyperviolence passe par l'éducation. Bien sûr. Ça devient banal. Et donc, tant qu'on ne prendra pas ce sujet à bras le corps, vous aurez de plus en plus d'images comme celle-ci qui sont terribles, mais vraiment terribles. Alors, vous avez dit une phrase importante, prendre le sujet à bras le corps. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait quand même être conscient, c'est nous. C'est nous, même autour de cette table, c'est les individus, les citoyens français qui doivent réagir. On peut pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? David Linard, il propose qu'on les expulse de leur logement et qu'on leur coupe les allocations familiales. Oui, mais au-delà de ça, j'ai un appel à lancer d'ailleurs parce que je suis réserviste citoyenne dans la gendarmerie. Il y a des appels en ce moment. On est en train d'essayer de doubler, de tripler le nombre de réservistes et les entreprises donnent du temps pour y aller. La réserve citoyenne, c'est aussi une forme absolument non violente, etc. De potentiel et d'intervention. Il faut redonner une colonne vertébrale, mais c'est nous, et on fait jamais appel. Les Français sont spectateurs de cette violence, alors qu'il y a et maintenant c'est plus possible dans les spectateurs. Alors Thomas, moi je voulais revenir sur ce qu'a dit Alexis. Je partage sur le fait qu'aujourd'hui les moyens sont pas mis pour faire ça. On évoquait tout à l'heure la question la question des rodéos urbains qui a cimenté le débat médiatique cet été. Les seules réponses de Gérald Darmanin, c'est j'envoie une compagnie de CRS pendant une semaine, après il part. Et historiquement,
on avait une police de proximité qui connaissait les gens de ces quartiers, qui discutait avec eux, qui désamorçait en amont les tensions. Et aujourd'hui, on n'est que dans une réponse ultra sécuritaire de coups de poing, d'opérations de communication, et on n'est pas sur le fond. Donc redonnons des moyens à la police et de proximité, qui sont des gardiens de la paix, qui sont là pour faire de l'éducation populaire, discuter avec les jeunes, et on sortira de ces phénomènes-là. Parce que moi, je crois pas que les gamins de 13 ans, ils sont hyper violents comme ça. Il y a des choses qui s'expriment dans la société. Je vais vous lire deux choses. Un auditeur me dit je conduis des enfants, je transporte des enfants handicapés d'école élémentaire, et un d'eux m'a encore dit ce matin qu'il voulait être guetteur. Il a 9 ans. Et autre scène qu'une amie m'a racontée. Une autre amie me raconte à Marseille, salle d'attente d'un hôpital, scène horrible, 2 petits qui se tapent dessus. La mère de celui qui se fait frapper attrape son fils et lui dit: tu vas le frapper? Oui, sinon c'est moi qui te frappe. Et elle dit à cette personne qui m'envoie ce message: je n'en peux plus de cette victime, de cet enfant qui est victime toujours. Il faut qu'il réponde. Et du coup, le gamin a filé une droite énorme à l'autre enfant. Elle n'a pas totalement tort dans son univers. Je dis ça au 3e degré. Tu ne peux pas encourager tes enfants à taper sur la gueule. Vous voyez, Valérie, le milieu dans lequel... Non, mais ce que vous dites est très important, parce qu'on parle effectivement de moyens, je suis d'accord, c'est toujours revient la même chose, les moyens. Mais il y a aussi un problème d'éducation personnelle, privée. Il y a quand même une responsabilité des parents. Il faut les responsabiliser à un moment donné. Et vous voyez, quand vous dites, ce que dit David Linard, le maire de Cannes, on va supprimer les allocations. Franchement, moi je suis pas pour, mais il y a un moment, il faut qu'on se pose les questions. Il faut qu'on mette le sujet sur la table, parce qu'on peut pas être une société qui distribue de l'argent à tort et à travers, et pas demander un peu de responsabilité à ces parents qui éduquent leurs enfants. Quand vous entendez des histoires que vous nous racontez, Valérie, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ils sont où les parents dans tout ça? Ils demandent à leur gamin de taper un autre gamin. C'est ce qu'on se disait, il y a une banalisation de la violence, et les parents rentrent dans cette banalisation. Et le problème, c'est que cette génération qui arrive, elle est très violente. Mais si la maman, elle dit ça, c'est que la génération d'avant, elle a aussi été biberonnée à ça. Je peux vous le dire, moi je le vois dans mon travail au quotidien. Sur la suppression des allocs, est-ce que ça va régler le problème de violence ou pas, ou est-ce que ça va le décaler? Voilà, décaler, c'est-à-dire la personne, ils vont pas disparaître du territoire, donc ils vont aller se loger ailleurs. On va recréer ça. Et vous savez, il y a aussi je vais dire, parce que j'ai pas envie qu'on me pointe du doigt l'ensemble des parents, parce qu'il y a aussi des parents qui sont en difficulté. Évidemment, quand vous avez une maman, qui part à 4h du matin chez elle, qui traverse Paris pour aller bosser, que son gamin est tout seul, qu'elle a pas un salaire digne pour les élever dans des conditions décentes, ça pose des questions derrière, et on a des conséquences. Donc c'est aussi la société. Ils viennent pas tous délinquants. Non, bien sûr, mais aussi il n'y a pas que des parents complices ou qui encouragent ça. Donc il faut aussi poser la question de ces... Vous savez, la récidive, peut-être que la récidive, le fait de répéter, ça arrive malheureusement que des enfants répètent tout le temps et soient violents plusieurs fois d'affilée. Peut-être que ça doit alerter à ce moment-là et se dire, bon il y a un moment, il faut qu'on agisse concrètement. L'auditeur me dit, ce candidat guetteur donc de 9 ans est élevé seul par sa mère veuve. Supprimer les allocs ne servira à rien. On rajoute de la misère à la misère. On rajoute de la misère à la misère. Est-ce que ça fait réfléchir les gens ou pas? C'est des ghettos surtout. Non, ça les met encore plus dans la merde, et ça décale le problème. À chercher des solutions alternatives. Mais il y a quand même une ultra-violence. Alors Alain Boer lui-même dit qu'il y a toujours eu des bandes, il y a toujours eu de la violence, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une violence gratuite aujourd'hui qui est quand même assez inquiétante. Aux États-Unis aussi. Et aujourd'hui, ceux qui s'en tirent, et d'ailleurs c'est un problème, ce sont des pays totalitaires qui tiennent et qui nous accusent de décadence. Et il n'est pas faux qu'il y a une forme de décadence et que c'est terrible que la prime de la sécurité, etc., revienne à des pays totalitaires. Il y a aussi une lutte là-dedans qui est... je ne connais pas suffisamment le... je veux dire... C'est quoi un pays... Enfin, quel pays totalitaire? Les pays, la Chine, la Russie, etc. Bah oui, c'est ce que je dis. On voit ce qu'on va nous montrer. Je dis que ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, il y a rien au milieu. Il y a des pays comme les États-Unis, etc., la violence croissante partout, et des pays totalitaires. Quelques mots, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour parler de ce Conseil de défense énergétique. Donc ce matin, en ce moment, enfin non, c'est à 10h, Emmanuel Macron réunit un Conseil de défense, non pas sur le Covid cette fois-ci, mais sur la crise énergétique, pour parler donc de la situation, de notre approvisionnement en gaz, en électricité. Tout ça va se le faire dans le huis clos de... Est-ce que c'est normal, Alex Darmon, ce Conseil de défense? Est-ce que c'est normal?
non, mais apparemment c'est le mode de gouvernance du président de la République. Non, mais est-ce que c'est normal? Il va y avoir des discussions au Parlement. Forcément, ça va échanger entre les parlementaires. Maintenant, moi, ça me choque pas que le président de la République s'entoure d'experts, de professionnels, d'élus, de proches, pour parler de cette crise qui nous attend, parce que ça va être une crise. Hein. On n'est pas sûr. Il parle lui-même de sobriété, de dire que ça sera jamais le monde comme avant, et donc il en parle. Il en fait un conseil ce matin énergétique de défense. Il y a une dramatisation. Est-ce qu'il a besoin de réunir, d'appeler ça conseil de défense? Quand vous lisez, l'objectif, c'est de faire le point sur la situation de notre approvisionnement en gaz et en électricité. Oui, moi je pense qu'il y a une dramatisation. Pour se préparer à tous les cas de figure cet automne. Est-ce qu'on a besoin d'annoncer ça comme ça? C'est le chef de guerre qui se met en scène. On a déjà connu ça avec le Covid, on le reconnaît ici. Et d'ailleurs, lui-même, dans les éléments de langage qui filtrent autour du Conseil de défense, dit on est en train de se mettre d'accord pour préparer ce qui va arriver à l'Assemblée. Donc il y a encore une fois un contournement du système démocratique de ce pays. Puis moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a une vraie mise en scène en disant j'arrive, je retrousse les manches de ma chemise, je suis le sauveur, je vais vous prendre 3 décisions et ça va être génial. Et on va être dans les effets d'annonce et évidemment, il n'y aura rien derrière. On a connu ça avec le Covid et on recommence avec le Conseil de défense de l'énergie. Et vous l'avez dit, et je termine là-dessus, institution opaque, pas de compte rendu, on ne sait pas qui participe, on ne sait pas ce qui va se dire. Donc c'est... Mais non, parce que ça participe à la défiance aujourd'hui aux institutions. Non, mais la défense, il n'y a pas besoin d'aller faire un communiqué de presse sur ce que si, parce que c'est une décision qui engage le pays et qui vont concerner des millions de citoyens. Vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas travailler, ce que vous avez fait tout à l'heure en disant il a autre chose à foutre que de faire le CNR. Et là, quand il fait un conseil ce matin énergétique... Il y a une assemblée nationale pour voter... Non, ça va pour le Conseil national de défense. Donc lui, il ne fait rien, il ne convoque personne, il n'échange pas là-dessus, et puis vous parlez entre vous. Vous ne pouvez pas lui reprocher de préparer... Non, mais c'est un Conseil de défense sur l'énergie. Non, mais vous ne pouvez pas lui reprocher de préparer ce qui va arriver à l'Assemblée, qui peut être la base de vos discussions, et après d'échanger. Enfin, moi, ça ne me choque pas. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Le problème, c'est le fait de dire, OK, l'énergie est un secteur stratégique, je suis tout à fait d'accord, et pourquoi pas le traiter en Conseil de défense? Pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on a affaire à quelqu'un, Emmanuel Macron, qui a totalement laissé partir le secteur énergétique, que n'a pas fait un secteur stratégique, en vendant Alstom notamment à General Electric, en faisant en sorte que les lois européennes démantèlent un champion de l'énergie français, EDF-GDF. Bref, ces gens qui sont au pouvoir depuis des années ont fait en sorte que l'énergie ne soit pas un secteur stratégique, mais un secteur ouvert à la concurrence comme les autres. Donc aujourd'hui, revenir là-dessus, pourquoi pas? Parce que les temps changent, tant mieux. Maintenant que ce soit sous le sceau du secret défense, je suis contre. Et je pense que les oppositions à l'Assemblée devraient militer et faire en sorte qu'on lève le secret défense sur ce qui s'est passé pendant le Covid, notamment pour savoir le rôle des cabinets de conseil. Non, mais parce que c'est important, parce que il y a eu un rôle opaque des cabinets de conseil sur les lois liberticides qui ont été mises en place, etc. Et on aimerait savoir pourquoi, justement, il y a eu ce secret défense. Et moi, ce qui me rassure pas dans un conseil de défense, sous le sceau du secret défense, c'est qu'on a l'expérience Covid, justement. Et c'était quoi? C'était masquer, en fait, le fait qu'on manquait de tout. Que les soignants n'étaient pas équipés, qu'on n'avait pas les masques, etc. Et donc, il fallait raconter des bobards. Et donc là, on a un conseil de défense de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on va manquer de gaz et d'énergie. Donc, il va falloir raconter des bobards aux Français. Et non, mais. Peut-être pas des bobards non plus. Pour l'instant, on leur dit la vérité pour l'instant, hein. Non. On leur dit en deçà de la vérité. On leur explique que ça va être difficile, mais on ne veut pas leur dire que ça va être encore plus difficile que... on n'en sait rien. On n'en sait rien. Quand vous avez la première ministre à la REF, à l'université du MEDEF, qui a un discours pour dire qu'elle envisage des rationnements, mais enfin... Donc un conseil de défense à sa place. Oui. Il faut qu'on en discute. Je suis bien d'accord, mais qu'on en discute à l'Assemblée. Non, pas tout de suite. Il faut d'abord trier quand même. Allez, c'est fini à suivre l'émission Média avec Gilles Gansman et le patron de i24 News. À tout de suite.